Donc, on est très très content de vous retrouver. Ce soir, on va parler de. En fait, on initie un format table ronde qui va être un format un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Euh, et le contexte, bah, vous le connaissez tous, hein. Euh, Confinement, Covid, le monde d'après, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fera demain, quel est notre rôle, etc. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de tout ça. Euh, Dans ce contexte global, ça nous a donné envie de faire une table ronde autour de ces sujets-là, euh, vus par les yeux des designers, euh, pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ils vivaient euh, bah, à la fois la période en tant que telle maintenant et puis leur projection dans l'après, puisque c'est aussi le propre du design de se projeter dans l'après. Donc voilà, donc on va parler de tout ça. Ça va être un format qui n'est pas complètement hyper organisé, c'est plutôt une table ronde avec des sujets et on a invité des gens de qualité pour parler de ça avec nous et avec vous, puisque vous pourrez bien sûr interagir. Le son est un peu faible et lointain, moyen de faire mieux. Est-ce que tout le monde m'entend faible et lointain ou alors est-ce Non, que c'est ça uniquement va, Emmanuel? Ça va, on t'entend bien. Donc, c'est bon. Emmanuel, le problème vient peut-être plutôt de chez toi que de chez moi. Donc voilà, donc je vais vous représenter un petit peu rapidement l'association, qui on est, ce qu'on fait, les choses qui sont à venir. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet avec nos invités que je vais vous présenter rapidement et puis qui se présenteront plutôt rapidement, ce sera encore plus efficace. Petit point zoom avant de démarrer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la plateforme, vous avez différents modes d'affichage de la galerie des gens qui sont connectés. Donc vous pouvez soit mettre la galerie avec tous les visages, ou en tout cas les noms, en grand, soit vous pouvez mettre ça en plus petit et mettre le partage d'écran en plus grand. C'est un peu vous qui choisissez en fait. Donc voilà, faites à votre guise. Tout le monde voit vous voyez l'écran que je suis en train de partager. Ouais, ok, c'est bon, on est parti. Donc, deux, trois mots sur l'association et puis après on démarre. Donc nous, on est AXDA Lyon. AXDA Lyon, c'est une association de 1901 qui est née à Lyon en 2008, qui est l'antenne locale d'une association internationale qui s'appelle AXDA, pour Interaction Design Association, qui est une association qui fédère les acteurs du design d'interaction et puis plus largement du design dans le monde du numérique et plus largement des designers, on va dire, sur certains aspects. Dans le monde, cette association, elle se repose en fait sur les antennes locales des groupes qui la composent. Donc, il y a un chapeau international qui fédère les entités et qui organise un événement annuel, j'en reparlerai rapidement après. Et après, finalement, la vie de l'association se repose sur ce que les antennes en local vont vouloir proposer comme activité pour fédérer les communautés du design autour d'elles. Donc nous, on est l'antenne de Lyon, je vais avancer un petit peu dans la présentation. On s'est fixé trois missions principales. La première, c'est de fédérer les acteurs du design en local. Alors, peut-être que la notion de local, elle a de moins en moins de sens, mais en tout cas, puisque là, il n'y a pas que des gens du local, mais c'est ce qui est bien aussi. Mais en tout cas, de fédérer les acteurs du design autour de ce qu'on fait, avec des conférences, des tables rondes, des workshops, des apéros. L'objectif, c'est que les gens se rencontrent, apprennent les uns des autres, et puissent potentiellement travailler ensemble. C'est arrivé plein de fois depuis le début de la vie de l'asso, et ça, c'est super intéressant. Notre deuxième mission, c'est de participer à l'intégration du design dans la vie économique. Concrètement, c'est se faire aussi la voix de qui on est, de ce qu'on sait faire auprès des entreprises pour favoriser l'intégration du design et la démarche de design dans les autres activités économiques. Et puis, on a une troisième mission qui est plus diffuse, on va dire, de mentorat, qui consiste à accueillir autant que faire se peut les jeunes publics, les étudiants, les gens en reconversion, en les aidant, les aiguillant, les mettant en relation avec d'autres et en les aidant à mieux comprendre quel est cet écosystème. Je vous disais, nous, on est l'antenne locale de Lyon, mais AXDA, c'est une grande famille. On est présent dans plus de 200 villes dans le monde et ça représente à peu près plus de 100 000 membres, plus de 100 000 personnes qui régulièrement assistent aux événements des associations, des groupes locaux. Donc, c'est une grande famille du design qui s'est fédérée autour de cette entité.
et avec de plus en plus de connexions aussi entre les entités. Donc, c'est vraiment un mouvement hyper intéressant que je vous invite à suivre si vous voulez. Si vous voulez nous suivre plus précisément à Lyon, on a un Twitter, un Facebook. Si vous me cherchez sur AXJ Lyon, vous allez me trouver. On a un site internet aussi qui vous permettra notamment de vous inscrire à notre newsletter si vous voulez recevoir en avant-première les événements à venir. On a pris pour habitude de toujours communiquer 24 à 48 heures à l'avance sur notre newsletter pour les événements et puis après d'ouvrir sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous voulez nous suivre sur ce support, vous pouvez le faire aussi. Et ça, c'est aujourd'hui le joyeux groupe des organisateurs d'AXJ Lyon. Donc voilà, on commence à être une belle bande qui fluctue un petit peu selon les époques et les disponibilités de chacun. Mais en tout cas, voilà, vous avez peut-être déjà croisé ces gens-là. Si ce n'est pas le cas, vous le ferez bientôt, je l'espère, quand on se verra en vrai. Et donc ce soir, l'événement est organisé par Adrien, qui est en haut à gauche en noir et blanc, et moi-même. Et en fait, on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse participer aux organisations pour qu'on puisse faire régulièrement des choses sans que ce soit tout le temps les mêmes qui soient au charbon. Et si vous voulez nous soutenir, nous aider, c'est avec grand plaisir. Si vous êtes un individuel particulier, que vous voulez proposer un sujet, organiser des événements avec nous, échanger, participer, eh ben, la porte est ouverte. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez nous soutenir, nous financer, nous prêter des locaux, nous prêter du matériel, etc., de la même manière, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Voilà, on est tout oui, sans aucun problème. Les événements à venir. Alors, on ne fait plus beaucoup d'événements physiques, hein, même plus du tout, mais par contre, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'on a essayé de diversifier nos interventions pour continuer à faire des choses avec vous. Et on est en train de démarrer un podcast. Donc, on va ouvrir une chaîne de podcast dans quelques semaines pour parler de design, forcément. Et le premier invité qu'on va recevoir est Emmanuel Bonnet, qui est enseignant-chercheur au sein de l'ESC Clermont-Ferrand et qui est aussi un des fondateurs du Media Lab Origens. Voilà, si vous ne connaissez pas Emmanuel Bonnet, je ne vais pas développer maintenant, on n'a pas trop le temps, mais si vous ne connaissez pas Emmanuel Bonnet, je vous invite à consulter ses travaux. Et puis le podcast sera en ligne dans quelques semaines, donc vous pourrez en savoir plus aussi à cette occasion. On va aussi, il était temps, vous diffuser prochainement une belle grande newsletter pour revenir sur l'événement Interaction 2020 qui a eu lieu à Milan en février. Interaction, c'est le grand événement annuel, la grande rencontre annuelle de l'association AXJ qui dure une semaine et qui regroupe, qui fédère toute cette communauté, tout ce monde autour d'un cycle de conférences notamment. Et on est de plus en plus de francophones à assister à ce bel événement international. Et cette année, c'était à Milan. L'année prochaine, ce sera à Montréal. C'est une année en Europe, une année en Amérique du Nord. Et on avait envie de vous reparler de cet événement au travers des participants francophones qui y étaient. Donc, on va vous diffuser bientôt une newsletter avec nos conférences préférées. En fait, chaque francophone qui était là et qui voudra participer nous dira quelle était sa conférence préférée. Ça vous fera une petite grille de lecture pour essayer d'aller voir quels étaient les confs de cet événement et d'en savoir plus. Et puis, le 8 juillet, on va organiser un webinar, alors un petit peu plus classique, plus sur un format conférence et puis échange derrière, un peu plus dans les formats qu'on fait d'habitude, en invitant Clermont Menant, qui est Design System Manager chez Airbus. Donc là, on sera dans un sujet beaucoup plus technique, beaucoup plus pragmatique du quotidien, des choses un peu moins aériennes. Et on va parler de comment est-ce qu'on fait un backlog avec un design system, en tout cas, comment est-ce qu'on fait rentrer un travail de design system dans un backlog. Et ce sera plutôt un retour d'expérience de sa part sur le sujet. Dernier événement dont je vous parle très brièvement, et puis après on verra le bal. On est en train d'organiser un événement qui s'appelle Friction des territoires. Quand je dis on, c'est AXJ et Lyon, et puis c'est le think tank Common Future qui est avec nous sur cette histoire. Friction des territoires, c'est un workshop de 2 jours qui devait initialement avoir lieu en juin 2020, que nous avons à un moment donné imaginé repousser à l'automne.
et que nous avons finalement officiellement repoussé au printemps 2021, histoire d'être sûr de pouvoir l'organiser dans de bonnes conditions au regard de ce qu'on vit en ce moment. Friction des territoires, c'est un workshop de 2 jours qui va regrouper les gens qui fabriquent la ville, qui fabriquent les territoires, les architectes, les urbanistes, les designers, les sociologues, les gens qui travaillent dans les collectivités territoriales. Et on va ensemble concevoir, en utilisant les outils du design, des futurs souhaitables et désirables autour de scénarios d'usage et de grandes problématiques qu'on se posera à ce moment-là. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je ne l'ai pas mis sur la slide, il y a un site internet, c'est friction.events, et vous aurez pas mal d'infos sur le sujet, notamment la possibilité de vous inscrire à la newsletter pour pouvoir suivre nos activités. Et si vous voulez, si vous avez confiance en nous et que vous voulez participer à Friction, la billetterie est déjà ouverte. C'est dans longtemps, mais voilà. On pourra en reparler, on aura largement le temps d'en reparler. Retour au temps présent. Alors, on fait quoi après? On va ouvrir la table ronde. On a prévu 3 thèmes. On aimerait bien enchaîner ces 3 grandes questions autour de la table ronde. Après, ce sera forcément entremêlé. Il y aura forcément des moments où on va parler de la fin avant de parler du début, mais ce n'est pas grave. Moi, j'aimerais qu'on parle de en fait, comment continuer à pratiquer nos métiers de designer aujourd'hui, malgré ce qu'on vit. Qu'est-ce que ça change sur nos pratiques? Comment est-ce qu'on s'adapte? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Parler aussi de quel est l'impact sur nos rôles et nos responsabilités. Ces changements d'écosystème, de matrice, de contexte font que peut-être, ou pas d'ailleurs, nos rôles changent et nos responsabilités changent. Ça va être à discuter. Et puis, dernier sujet, là, on va plutôt parler de l'âme et du cœur des designers. Et qu'est-ce que ce qu'on vit maintenant peut avoir comme impact sur votre vision plus globale de votre métier, sur vos intentions, sur vos désirs en tant que designer, sur ce que vous avez envie de faire, envie de concevoir, pourquoi. Voilà, c'est les sujets qu'on va questionner ensemble. Moi, j'ai presque fini de parler. Je vais me contenter principalement de relancer les débats si besoin est, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup besoin, et de garder un œil sur le temps et de vous contraindre, entre guillemets, à ce qu'on aille au bout des 3 questions avant 20 h, si tout va bien. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que vous preniez donc nos 4 chers invités, que je remercie encore une fois d'être avec nous, que vous preniez 1 minute top chrono pour vous présenter, et puis après, on attaquera le vif du sujet. Qui a envie de commencer à se présenter? Je vais me lancer. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Dominique Caradian, je suis prospectiviste et membre de l'association Designer Éthique, qui est une structure de recherche-action en design et en responsabilité, et particulièrement sur le design de l'attention et l'éco-conception. Voilà, 1 minute. Ça lui a dit. Il te reste encore 40 secondes si tu voulais, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Clara? Ouais, mais du coup, je me présente. Clara Bovziman, je suis Research Design Scientist, qui est un titre, un titre de job totalement inventé par ma boîte, pour ma boîte. Donc, je travaille chez AXA et je suis également étudiante. Je fais mon doctorat à l'université Sorbonne au sein d'un laboratoire qui s'appelle l'IPSIS, et ma thèse porte sur l'explainabilité de l'intelligence artificielle pour des utilisateurs non experts en intelligence artificielle. Ok, super, merci beaucoup. Émeric ou Kim, comme vous voulez. Ok.
Bon, bonjour à tous, Kim Winkye, je suis le fondateur de Good Galaxy, qui on s'intéresse à rendre plus accessible, plus simple l'éco-culture, qui est connue sous le nom de permaculture également. Je suis également responsable du design dans une organisation que j'ai cofondée avec le mathématicien et écrivain Jean-Pierre Roux qui s'appelle One Home, qui a pour objectif de rendre accessible et de diffuser au plus large les images de la Terre. On travaille en support avec la NASA et je suis également professeur de design vacataire chez Télécom Paris Tech. Et pour finir, Aymeric Descamps, moi je suis designer d'expérience utilisateur digitale au sein du groupe SEB depuis 5 ans. Et je travaille sur. Donc le groupe SEB, c'est quoi? C'est globalement tous les objets et les produits que vous pouvez avoir très certainement chez vous, des marques Tefal, Krups, Moulinex, Roventa, etc. On a plusieurs marques, ça va du haut de gamme aux marques un peu plus mass market. Et moi, mon job, c'est de concevoir, de définir les services digitaux pour ces produits de la cuisine de la maison. Moi, j'ai une spécialisation un peu plus food. Donc, les services digitaux, ces services digitaux, ils se traduisent aussi en interface, embarqués dans les produits ou débarqués. Donc, débarqués, ça peut être par exemple via une application mobile. Et voilà, je travaille de la recherche au développement. Donc, sur des projets qui peuvent durer à peu près entre 6 mois et 3 ans, quoi, en fonction du produit. Et en ce moment, là, le dernier produit sur lequel j'ai travaillé, c'était Cookéo Touch, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ok, Voilà. merci pour ces présentations. Donc, en fait, vous voyez, on a essayé de réunir autour de la table 4 personnes bien différentes, ils sont tous designers, mais ils font tous des choses bien différentes, donc c'est plutôt chouette. Et ben, rentrons dans le sujet. Moi, je vous pose une question. Comment, avec ce qu'on vit en ce moment, le fait que vous vous retrouvez isolés chacun chez vous, je pense que malgré ceux qui sont dans les grosses entreprises comme Émeric et Clara, malgré ça, j'imagine que vous êtes encore en télétravail, que vous vous retrouvez loin des gens avec qui vous travaillez, loin du terrain, loin des équipes, loin des utilisateurs, loin des équipes techniques potentiellement aussi pour ceux qui travaillent sur un plan technique du métier. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour vous cette période? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que vous avez apprécié que vous voulez continuer à faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé que vous voulez rapidement pouvoir abandonner comme habitude? Dites-moi un peu comment ça se passe. Ah, tu veux commencer? Euh, bah, bizarrement, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, à vrai dire. Et quand bien même, je trouve que je me suis adaptée très rapidement à la situation donnée. Ne serait-ce que dans l'animation d'ateliers, des entretiens, au lieu de faire du face-à-face habituel, de se réunir dans un lieu, j'ai découvert plein d'outils numériques et qui me permettaient de faire la même chose avec beaucoup d'avantages et quelques désavantages. Le désavantage est que moi, qui aime bien regarder les réactions des gens, leur posture, voir comment leur corps parle, parce que c'est super important quand on anime des ateliers, de voir quelles sont les inflexions des visages. Tout ça, l'observatoire, enfin une observation in situ, ça me manquait. Donc, via des outils comme Zoom, etc., c'était assez difficile quand même de voir ça. Sinon, pour le reste, les entretiens, tout ça, ça se passait quasi normalement, quoi. Donc, voilà, il y avait juste c'était la barrière du virtuel qui rendait la chose possible. Voilà. Dans le cas,
Il y a plein de missions. Je pense qu'en fait, ça diffère vraiment des structures et des missions dans le cadre de travaux où, par exemple, on observe in situ les comportements, y compris physiques, mais aussi de déduction. Bon, mine de rien, enfin, c'est un peu enfiler des perles de dire ça, mais ne pas pouvoir aller sur le terrain, quand même, ça empêche beaucoup de choses. Euh, Après, bon, dans mon cas, moi, dans cette mission, j'avais pu observer les utilisateurs juste avant le confinement. Quand je suis rentré de mission d'observation, c'était pile le moment où on rentrait en confinement. Et enfin, ça crée quand même un vrai problème lorsqu'on n'est pas sur des sujets qui sont purement du service ou purement du service traduit en tout cas par de l'interface numérique. Et d'autant plus évidemment si l'univers est assez éloigné du quotidien. Dans le cas de l'agriculture ou du maraîchage, c'est un peu compliqué depuis le 14e arrondissement de pouvoir tester, de pouvoir vraiment voir ce qui se passe dans un champ. Mais après, il y a d'autres formes, on peut se concentrer sur autre chose, quoi. Mais après, sur la conception avec l'utilisateur, c'est vrai que c'était un frein, quoi. Donc toi, tu avais fini une grosse phase d'études juste avant. Ouais. Et donc finalement, aujourd'hui, est-ce que tu as besoin de retourner sur le terrain maintenant? Comment est-ce que tu as fait? Dans l'immédiat, non, parce qu'il va falloir designer et prototyper avant que ça vaille le coup d'aller sur le terrain. Après, moi, ce que j'aime bien en général, c'est j'ai souvent eu le luxe d'avoir des missions de longue durée et des moments où on pouvait rester très longtemps. Et du coup, non seulement observer les problèmes, en discuter avec les utilisateurs, mais tout de suite designer et tout de suite tester, quoi, dans l'instant. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Mais par contre, le truc bénéfique qu'il y a à pouvoir dédier des moments et ralentir quelque part un peu la frénésie à produire un livrable, produire un truc qui peut être un document en fait, qui peut être consommé par tout le monde, c'est que finalement, on peut prendre plus de temps pour éplucher ses données, éplucher son matériel, ses photos, éplucher ce qu'on a observé, le réarranger, le mettre peut-être plus en perspective avec des articles, des recherches qui sont pas sur le terrain, mais qui sont aussi importantes, qui sont de l'ordre de que disent le reste, soit du marché, des acteurs, des organisations. Et ce travail de perspective et de documentation, pour le coup, on peut prendre plus de temps. Enfin, moi, j'ai pu prendre plus de temps là-dessus. Ok, intéressant. En prospective, c'est un peu différent parce que pour le coup, nous, on fait beaucoup de recherches. Donc, alors, ça peut être de la recherche, de l'observation de terrain, hein, mais c'est une partie minime dans l'élaboration des scénarios. Donc, on s'attache plus à faire une base documentaire assez solide. Donc, du coup, la recherche, elle passe par la lecture, énormément de lecture. Donc, du coup, on peut faire ça de chez nous sans aucun problème. Donc, le télétravail, on connaît plutôt bien. Après, il y a bien sûr toute la phase d'entretien, d'observation, d'aller interroger des experts, tout ça, sur des sujets bien précis qui ont bien été cernés dès le départ. Ça, oui, on peut le faire aussi en virtuel. Donc, pour le coup, c'est un peu différent de Kim, quoi. C'est pareil pour la recherche académique parce que tout comme la recherche prospective, on doit passer beaucoup plus de temps à faire un état de l'art, c'est-à-dire à prendre connaissance un peu de où on en est dans la connaissance. Et du coup, ça passe par beaucoup de lectures. Et finalement, cette période est une opportunité pour nous, chercheurs plus orientés académiques, pour aller plus en profondeur sur certaines notions, aborder des sujets de manière plus transdisciplinaire
Et au final, c'est une opportunité qu'on a, on nous offre du temps pendant cette période pour aller un peu plus en profondeur et aller un peu plus loin également dans la manière dont on veut concevoir les choses. Ça t'a permis, par exemple, qu'est-ce que ça t'a permis de faire que tu n'avais pas pu faire avant parce que tu n'avais pas le temps ou pas la... Par exemple, quand on fait, enfin, par exemple, tout simplement, nos travaux, nous, c'est principalement des publications. Donc, on publie des conférences scientifiques et il y a un peu la course aux conférences parce que toutes les conférences se déroulent principalement pendant l'été, tout simplement parce que les enseignants-chercheurs, ce sont les seuls moments où ils sont disponibles. Du coup, les plus grosses conférences ont lieu l'été et pour accéder à ces conférences-là, il y a toute une préparation, la rédaction de papier, etc., qui prend un temps assez conséquent avant. Toutes les deadlines se font pour soumettre des papiers se font quasiment dans ces eaux-là. Et bien, comme les conférences, à cause du confinement et des mesures sanitaires, n'ont pas vraiment lieu, sont annulées ou sont reportées, et bien, ça laisse du temps pour lire plus, être moins à la course au papier. Et donc, par exemple, j'avais pas abordé mon sujet. J'avais abordé mon sujet que sous l'angle de la technologie et ça m'a laissé le temps de l'aborder également sous l'angle des sciences cognitives. Nous, de notre côté, c'est un peu, je dirais, pas délicat, mais en fait, ça dépend des sujets. Et ça dépend aussi de quel type de recherche on souhaite faire. Donc, typiquement, toute la recherche utilisateur ou en tout cas, enfin, je dirais plutôt toute la partie test utilisateur sur des produits déjà plus ou moins conçus ou sur des maquettes plus ou moins fines. Ça, pour nous, c'est compliqué parce que, notamment, nous qui travaillons sur les produits, pour tout ce qui est applications débarquées, comme les applications, enfin, pour tout ce qui est interface débarquée, comme les applications, etc., c'est assez facile puisque aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de, je pense à Maze par exemple, qui permettent de faire tester des choses à distance sur des protos d'applications. Mais par contre, pour tout ce qui est interface embarquée, donc qui sont des interfaces spécifiques, dans lesquelles on va retrouver parfois des boutons physiques, parfois on va retrouver des molettes, parfois on va retrouver des interactions avec différents éléments du produit. Et d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des espèces de petites maquettes. Alors, on simule l'interface sur un iPad ou sur un smartphone, enfin sur une tablette ou sur un smartphone, et on essaie de l'incruster sur un de nos produits existants pour simuler cette future interface. Donc, après, voilà, on lui ajoute tout l'aspect cosmétique autour ou voire même peut-être des molettes, des boutons, etc., liés. Donc ça, on utilisait Protopie pour faire ce genre de maquette. Et après, on présente ça devant un utilisateur en condition, on le fait manipuler, etc. Et on essaie de le faire se projeter dans cette solution qui est, qui est un peu bricolée, quoi. Voilà, aujourd'hui, la situation est un peu compliquée parce que forcément, faire ça en ligne, c'est problématique parce que on risque de créer un maximum de biais du fait que l'utilisateur ne voit pas le produit, il ne peut pas manipuler, c'est difficile pour lui de se projeter. Et il ne peut pas saisir, je pense, toute l'idée derrière le produit, quoi. Donc, aujourd'hui, on a repoussé nos tests utilisateurs en présentiel. On verra comment est-ce qu'on pourra les adapter au contexte de la situation, notamment aux règles sanitaires. Et du coup, on a plutôt fait des études quanti, puisqu'en fait, on a un panel de consommateurs. Déjà, on peut faire appel à la communauté interne du groupe, parce qu'on est plus de 1000 rien qu'à Lyon. Et on peut l'étendre aussi à d'autres régions du monde, pourquoi pas, ou même en France. Et on a aussi un panel d'utilisateurs externes qu'on peut solliciter pour faire des études quanti avec différents profils, des possesseurs de produits ou pas, etc., etc.
Ouais, il y a la question de contexte qui, évidemment, est assez brutale et a changé beaucoup de choses, qui fait que peut-être aussi, enfin, alors, j'essaie de me mettre à la place un petit peu des personnes qui sont en train, des designers ou des équipes qui sont en train de designer des services purement tertiaires, purement numériques, genre une appli de paiement, voire pire, un système de recrutement, enfin ce genre d'interface en fait, qui n'ont absolument plus aucun sens en fait pendant cette période. C'est-à-dire que, par exemple, un système de gestion je sais pas, de commandes dans une salle de resto, euh, Mm. je voudrais pas être à la place des personnes non seulement qui designent le truc, mais en plus même des entrepreneurs ou des gens qui sont sur ce projet, parce qu'effectivement, ça pose aussi la question de, ok, derrière, est-ce qu'on arrive à travailler comme avant? Alors, bien sûr, c'est un peu, la réponse est un peu évidente, non, il faut s'adapter, il faut trouver. Mais en plus, c'est du coup, est-ce que toutes ces méthodes-là sur lesquelles on se reposait, elles n'étaient pas spécifiques, hyper spécifiques à un certain cadre, à un certain format de projet, quoi, aussi. Parce que du coup, il y a des projets qui sont en train de s'évanouir ou en tout cas d'être reportés parce que tout simplement, c'est pas le moment, quoi. C'est juste pas le moment. Des applications pour de l'événementiel, pour de la culture, et même s'il faut préparer l'après, clairement, l'après ne se fait pas avec les mêmes bases que ce qu'on a connu juste avant. D'ailleurs, on ne connaît absolument pas les bases qui vont être celles d'un événement pour 10 000 personnes, à partir de je ne sais quand d'ailleurs. Donc voilà, tout le travail de design de service et design d'interface qui passe par du numérique sur ce genre de secteur, ça va être un sacré renouveau. Ben, un secteur clé, là, je pense qu'il doit être très impacté, c'est tout ce qui est économie collaborative, style Blablacar, Airbnb, etc. Et j'aurais été curieux, c'est dommage qu'on n'ait pas invité quelqu'un de Blablacar dans la table ronde, mais j'aurais été curieux de connaître enfin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez eux, Tout à sachant fait. que je pense que le car sharing, c'est vraiment le truc enfin, qu'on ne peut pas faire tout de suite, quoi. Voire même Hein, dans les prochains mois, ça va être très compliqué, quoi. Ah même bah, le taxi, hein. Oui, c'est vrai, ouais, le taxi. je peux déjà t'apporter une réponse. Le seul gagnant, j'allais dire, de l'économie collaborative aujourd'hui, c'est Netflix. Les autres, Airbnb, Lime, les trottinettes électriques, tout ça, Airbnb, Lime, Tesla, tout et tout, sont en train de massivement licencier leur personnel. Donc, Airbnb, c'est celui qui va, les derniers chiffres, c'était 30% du personnel de Airbnb allait être licencié dans le monde. Ouais. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Ils ont été touchés de plein fouet par ça. Voilà, et ça va pas s'arranger parce que déjà en France, on nous fait les gros yeux si on dit le mot congé payé. Donc, du coup, pour ces plateformes-là, ouais, ça va être très, très difficile de rebondir. Uber, pareil, hein, Il y a un les- recentrage, ouais. On me Il y dit a dans un vrai l'oreillette recentrage que autour du Blablacar a sorti Ouais. un service il y a quelques jours, justement. Blabla Help, Help, ouais. Ok, on va super. tester. Creuser. Mais en fait, sur la question du recentrage, enfin malheureusement des licenciements, et je me rappelle les premiers réflexes au début du confinement ou au début de la crise, j'entendais beaucoup de gens qui disaient ah bah oui, ça va être la pagaille, ça va être vraiment la merde pour l'emploi, mais par contre, peut-être les gens du numérique, au contraire, designers, développeurs, ça va bien se passer pour eux parce qu'au contraire, on a besoin de plus de gens pour bosser sur des nouvelles solutions et les sortir très rapidement. C'est vrai et faux. Le problème, c'est qu'il y a quand même l'inertie économique qui fait que beaucoup de choses ne sont pas rentables dans le numérique. Elles sont quand même encore sous l'alimentation de fonds d'investissement, de grands groupes industriels, ce genre de choses. Et donc, du coup, comme tout le monde, à un moment donné, un chef de PME ou d'une grosse boîte du numérique va devoir se recentrer comme tout le monde en fait sur le core business. Et du coup, ça pose la question, en fait, si on fait l'abstraction sur notre métier, qu'est-ce qui est core aussi à notre métier qui fait qu'on ne peut pas pratiquer notre métier
voilà, quelle est l'activité propre à notre métier. Et la question de, par exemple, aller voir les utilisateurs, alors évidemment, c'est c'est une base de notre métier. Mais du coup, si on enlève une partie, cette colonne, pas fondatrice, mais presque, qu'est-ce qui reste au métier du design? Il y a plein de choses, évidemment, qui restent au métier du design. Mais qu'est-ce qui Dire reste? de l'UX design peut-être. De quoi? De l'UX design peut-être. Plus enfin, du design thinking qui est quand même fondé quand même beaucoup sur le rapport et la relation à l'autre via les entretiens, les tests utilisateurs, tout ça. Voilà, pour... je sais pas, enfin c'est une question. Hein. Bah, Clara, peut-être que tu ou Émeric. Ouais, moi, de ce que je vois, hein, parce qu'on a une pratique de design thinking chez AXA qui est assez déjà bien mise en place, c'est pareil enfin, ça permet de pallier effectivement certains manques qu'on a, d'essayer d'avoir une approche un peu plus user-centrique. Et avec tous les outils qu'on a maintenant mis à disposition pour nous aider à collaborer et à co-créer ensemble à distance, c'est assez chouette. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à être un peu plus productif, même pendant des réunions, enfin pendant des design sprints, parce que finalement, on évite de se polluer avec des conversations inutiles et on a toujours sous la main les documents qu'il nous faut. Enfin, en tout cas, on essaie constamment de se concentrer sur l'utilisateur. Et pour les tests utilisateurs, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on passe beaucoup plus sur du quantitatif que du qualitatif. Moi, j'en mène pas pour ma recherche à l'heure actuelle, donc je peux pas dire comment ça a impacté cette période, mais je sais que sur d'autres produits qu'on a, on est passé sur des modes beaucoup plus quantitatifs et on essaye de revoir un peu la manière dont on essaye d'obtenir un retour terrain. On revoit les tests, on revoit nos ambitions, on revoit nos intentions également. Donc on change, on s'adapte. Après, il y a plein de choses en dehors de l'utilisateur. Hein. C'est aussi. J'ai envie de lisser où je veux en venir, les méthodes, enfin, l'UX sont des méthodes top et justement faire de l'UX, enfin, tout est à propos de l'utilisateur. Après, personnellement, enfin, là en ce moment, après quelques années de pratique et quelques projets, je reviens de plus en plus sur la popularité de l'UX et du design, et j'ai l'impression qu'on a oublié d'être un peu parfois humble aussi par rapport aux designers de formation, que d'ailleurs vous êtes quasiment tous de point de vue académique, parce que le design inclut toujours l'utilisateur de base. Dans design thinking, c'est penser comme un designer. Donc en fait, je veux dire, c'est presque c'est pas un oxymore, c'est presque en fait c'est répéter en fait le concept, dire faire du design centré utilisateur. Par contre, je pense qu'il y a tout un pan en fait sur lequel on va peut-être se reconcentrer, qui est vraiment la conception, le développement de la vision, l'interprétation. On passe de la sociologie, des sciences humaines, à réellement développer quelque chose qui n'existe pas, parce que peut-être qu'il ne faut pas oublier quand même que parfois le design centré utilisateur, c'est génial, c'est top, il faut, mais il y a des choses qui sont centrées utilisateurs qui ne sont pas souhaitables dans le futur. Le plastique, c'est vachement bien, c'est vachement centré utilisateur, c'est pas cher, facilement duplicable, mais c'est peut-être pas bon pour le futur de la planète. Donc, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut arriver à travailler, et c'est ça qui est en train de muter peut-être aussi dans le métier, c'est se recentrer sur, en tout cas se concentrer, pas se recentrer, se concentrer sur d'autres choses que sont l'espèce de fantasme que la méthode est le produit, quoi. Oui, mais c'est justement parce que dans cette période, on voit qu'il y a des métiers qui ne sont peut-être pas essentiels, des applications qui ne sont pas essentielles, des services qui ne sont pas essentiels. Peut-être qu'il y a aussi la notion de responsabilité qui est en train de se dessiner sur nos métiers et de dire, bon, pourquoi je conçois ce service et est-ce que dans un futur proche ou même lointain, ce service est suffisamment responsable? Tout à fait.
Alors, je vous propose qu'on saute sur le. C'est une très bonne La transition qu'attendait Jean-Yves. Si on l'avait écrite, elle n'aurait pas pu être mieux faite. Avant de passer sur le deuxième pan du débat, qui va clairement être autour de vos rôles et de vos responsabilités, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un dans le public vous pose une question? Ça peut être par écrit, ça peut être en prenant la parole, comme vous le souhaitez. Est-ce que vous voulez interagir, rentrer dans le. Monter sur scène 1 minute? On a du temps prévu pour ça, donc n'hésitez pas. En fait, il y a 42 participants, mais ils sont en train de faire autre chose en même temps. Bon, ça verra pour la suite. En tout cas, si vous avez des questions ou vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. C'est fait pour, le format est fait pour ça, quoi. Ok. Et ben, débat numéro 2, sujet numéro 2. On l'a un peu effleuré autour de vos rôles et de vos responsabilités là-dedans par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous voulez faire demain. Et je pense que la frontière entre ce thème-là et celui d'après sur vos ambitions pour la suite, finalement, elle va être assez fine. Je te redonne la parole, Clara. J'ai déjà dit tout ce que je... Enfin, oui, je pense que nos rôles, on doit les changer, on doit s'adapter à la situation. Et surtout, il y a une énorme part de responsabilité qui est en train de se dessiner sur nous parce que effectivement, on a le pouvoir de dire que c'est pour le bien de l'utilisateur et on a le pouvoir de dire aussi que c'est pas bien pour l'utilisateur. Même si lui le veut, on a le pouvoir de dire oui, mais tu le veux à cet instant T, mais après-demain, tu ne voudras pas. Ton enfant, il veut boire du Coca-Cola, là. Donc, tu veux avoir du Coca-Cola tout de suite, mais demain, il sera obèse et il aura des maladies pas possibles. Et donc, non, tu ne dois pas lui faire boire du Coca. Du coup, c'est sûr que ça redessine un peu nos rôles. Maintenant, je pense que surtout, là, pour l'instant, on n'est pas encore dans un cas assez critique pour qu'on en arrive à cette prise de conscience, en quelque sorte. Mais par contre, comme on a plus de temps et qu'on doit s'adapter constamment dans tous les sujets, on n'en devient que plus créatif. Plus on a de contraintes, finalement, c'est là où on trouve le plus de créativité, le plus de solutions auxquelles on n'aurait jamais pu penser. Donc, je pense que moi, en tout cas, ce que j'ai acquis pendant cette période, c'est plus de créativité. Ok, ce sujet-là, moi, il m'intéresse énormément parce que, à titre individuel, je l'ai vécu aussi. Comment ça se matérialise concrètement, cette créativité supplémentaire? Alors, j'ai 2 exemples. Par exemple, je devais organiser une réunion, une animation de design sprint sur une journée avec plusieurs personnes de pays différents. Et pendant cette animation, à la base qui était prévu pour être complètement physique, donc design sprint avec des post-it, avec de l'échange, avec des équipes bien formées, etc. Enfin, tout le monde devait travailler parce qu'on devait construire une personnalité de chatbot et également des guidelines pour que ces personnes-là puissent les utiliser a posteriori. On a utiliser des nouveaux outils auxquels on n'aurait jamais pensé, enfin, qu'on n'aurait jamais voulu utiliser, et chaque personne s'est adaptée au fur et à mesure. On s'est organisé entre nous pour avoir plusieurs connexions, parce que nous, on n'a pas le droit d'utiliser Zoom chez AXA. Du coup, on avait notre outil Teams, on avait créé plusieurs channels Teams et dans lesquels chaque personne, chaque groupe pouvait s'organiser. Ensuite, on mutualisait. On avait utilisé, parce qu'on n'avait pas de solution, on ne pouvait pas débloquer des budgets pour acheter une solution, donc on n'avait pas des murales, des choses comme ça. Du coup, on est passé via Jamboard de Google et c'était un outil qu'on ne connaissait pas, tout le monde s'est bien plié. Voilà, donc ça, c'était le premier exemple. Et deuxième exemple, plus côté recherche, là c'est pareil, quand on doit animer une session de travail avec tous ces encadrants, c'est un peu compliqué si on est tous séparés et si on doit tous, en plus de ça, présenter des papiers, échanger sur des notions fondamentales, etc. Et finalement, il
il y a eu un petit élan de créativité. On a conçu une interface explicative tous ensemble en discutant de chaque bloc, en les amenant avec simplement un PowerPoint connecté sur Teams, quoi. On n'avait pas d'outils pour le faire parce que mes encadrants de thèse n'ont pas forcément accès avec leurs ordinateurs à des navigateurs qui permettent de surfer sur des InVision ou sur d'autres services. Et du coup, on avait utilisé un PowerPoint en étant tous connectés ensemble. Et voilà, ça avait marché. Donc, on s'adapte, on est plus créatif, on utilise des outils qui ne sont pas très performants, mais au final, on arrive à nos finalités. Système D. Voilà, système D, on s'adapte. Si je pouvais oser un message, un appel, je pense que j'ai commencé le truc. C'est Jean-Louis Fréchin. Jean-Louis a dit un truc une fois, je trouvais ça pas mal. Il avait formulé vachement bien. Ne demandez pas à un designer de designer un pont, de construire un pont, enfin comment, grosso modo, on fait un pont. Demandez-lui, posez plutôt la question de comment on traverse l'eau. On pourrait aller encore plus loin, posez-lui la question, est-ce que ça vaut le coup de passer le rivage, la rive. Dans la question que tu poses sur est-ce que ça modifie notre rôle et notre responsabilité, je crois qu'on est beaucoup à être d'accord qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, en tout cas en France, le design est très mal compris et encore mal utilisé, puisque dans la question qu'on nous pose ou le problème qu'on nous pose, qu'on nous demande de résoudre, une fois que enfin peut-être la personne qui gère le projet s'est rendu compte que c'était autre chose que faire des choses belles, on nous pose souvent un problème où il y a déjà la solution à l'intérieur. Ça arrivait tout le temps chez mes anciens employeurs, je ne vais pas dire mon ancien employeur, mais mes anciens employeurs, mon ancien employeur étant Air Liquide, on a bossé sur la santé, la mobilité, l'agriculture, plein de trucs, très intéressant, meilleure expérience de ma vie jusqu'à maintenant. Mais le truc, c'est que toujours, les projets ont toujours été pilotés par finalement une espèce de culture de j'externalise, je pose commande auprès d'un designer quand ce n'est pas un designer prestataire, mais sans m'intéresser au sujet, sans être acculturé, mais par contre, il faut que ça sorte. Je caricature, évidemment, je caricature, mais ça reste quand même plutôt comme ça. C'est plus des questions de budget finalement, et de planning que des questions de vraiment est-ce qu'on est en train de résoudre un problème fondamental avec une manière, un comment fondamental. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a du progrès, il y a de plus en plus de designers qui ont la gouvernance des projets. Mais c'est encore très faible. Et puis même quand on a la gouvernance des projets, on a la gouvernance en général d'un stade du projet. On n'a pas la gouvernance de la stratégie même qui a donné naissance au projet. Et ce projet, c'est l'essence même du design. Et encore une fois, je vais reciter le pauvre Jean-Louis qui va en avoir marre, mais la définition du design au sens le dessin, au sens du projet, comme il dit, je trouve que c'est fondamental. Et je pense qu'on a une opportunité de faire évoluer nos rôles dans la société et dans les sociétés, c'est-à-dire dans la société en général et dans les sociétés de nos employeurs éventuellement ou de nos clients. Et de montrer qu'on peut accoucher d'une vision qui va au-delà peut-être même du simple petit problème qui a été identifié. C'est souvent un problème issu d'une culture très ingénieure qu'on a en France. J'aurais une question par rapport à ce que tu viens de dire, Kim. Et là, je pose la question à Clara et à Émeric. Est-ce que dans vos projets respectifs, à un moment donné, vous avez alerté vos coéquipiers, la hiérarchie en disant non, ça, c'est pas possible, on ne peut pas le faire, ça va à l'encontre des besoins de l'utilisateur, certes, mais aussi des valeurs qu'on peut défendre soi-même. Dire non, ça c'est pas possible, on peut pas faire ça comme ça, on peut pas rajouter ces dark patterns ici parce que ça va on va avoir comme ça des données à l'insu de l'utilisateur. On ne peut pas promouvoir une application qui repose sur des énergies fossiles, etc., etc., etc. Est-ce que vous avez eu à un moment donné la possibilité de donner cette alerte, de faire ces alertes? Oui, complètement. Alors, moi, de mon côté, je pense que globalement, on est tous
assez bienveillant dans le groupe, ou en tout cas dans les équipes projet. Donc enfin, tout le monde est quand même libre de donner son avis. Après, nous, d'un point de vue, enfin, en gros, on va collecter aussi la donnée utilisateur et on se sert aussi de ces tests et de ces études, enfin, de ces interviews, etc., pour pouvoir aussi réorienter le projet. Donc, c'est pour nous un appui pour dire, voilà, par rapport à ce que… Là, je parle par rapport aux besoins ou par rapport au sens de ce qu'on va concevoir, en fait. Donc, ces tests et ces études-là nous permettent de réorienter le projet pour pas que, en fait, on parte… parce que souvent, on vient nous voir avec une solution. Alors, il y a aussi beaucoup de projets qui sont de l'innovation incrémentale, entre guillemets, où on prend un produit qui existe déjà et on essaie de l'upgrader avec une nouvelle solution, etc., qui n'a pas forcément toujours de sens. Mais on est aussi là pour dire, voilà, on est allé voir les utilisateurs et il y a ça qui est remonté, il y a ça. Donc, finalement, peut-être que la solution qu'on a envisagée là, elle ne se prête pas totalement au contexte et il faudrait peut-être revoir un peu le sens de ce qu'on veut faire et revoir peut-être le problème. Donc, essayer de trouver une autre angle d'approche. Après, sur l'aspect éthique, globalement, on est plutôt bienveillant et enfin, moi, j'ai jamais eu de cas où ça me choquait de sortir ce genre de produit. Et si c'était le cas, je pense que je serais plus dans l'entreprise. Moi, par contre, j'ai eu le cas chez AXA. Quand j'étais avant en design, enfin, j'étais partie intégrante d'une équipe produit et du coup, j'étais le lead designer sur une des applications qu'on avait. Comme j'étais juste lead designer, parce que j'étais dans une équipe produit et qu'il y avait des chefs de produit, des directeurs produits, etc., je n'avais pas la possibilité de faire remonter que ce n'était pas bon pour l'utilisateur, même si l'utilisateur avait exprimé un certain désir pour l'avoir, ça n'allait pas forcément dans le sens de l'utilisateur ou alors dans le sens de tous les autres utilisateurs. Mon rôle, la possibilité de m'exprimer là-dessus et d'avoir d'être garante en quelque sorte du respect de l'utilisateur et de son environnement en quelque sorte. Il a changé à partir du moment où j'ai pris la casquette d'expert UX. C'est-à-dire que en tant que juste, en faisant partie intégrante juste d'une équipe, en tant que product designer, je n'avais pas la possibilité forcément tout le temps de faire valoir mon point de vue. Il fallait juste que je respecte la méthode, le planning et que je le livre. Je n'avais pas trop mon mot à dire. Et en étant passé expert UX, là, ça devient différent quand on va travailler dans une équipe produit. Finalement, on nous écoute, on prend le temps de nous écouter et on se fie, on a confiance en notre avis. Et du coup, là, on peut avoir plus notre casquette responsable. Enfin, en tout cas, dans mon expérience. Ouais, ce qui est merveilleux, en fait, c'est que en utilisant une des portes d'entrée du design, qui est effectivement le design centré utilisateur ou l'UX, on devient quelque part… tu peux presque te dire je partage mes convictions presque de citoyenne par le biais de cette méthode-là. Et je trouve que c'est super intéressant. Et c'est effectivement une bonne porte d'entrée. On l'a pas mal expérimenté chez Air Liquide à un moment où on installait la transformation digitale. Alors maintenant, on dit plus transformation digitale chez Air Liquide, c'est le digital tout court. Et à l'époque, le design, en plus de plein d'autres choses, il n'y avait pas que le design, mais le design a été un des gros véhicules des sujets sur l'environnement, puisqu'en fait, à l'époque, on utilisait notamment l'UX et du coup le design, ou en tout cas le design interdisciplinaire, pour des sujets sur la qualité de l'air. En 2015, ça commence il y a 5 ans, quoi, sur la qualité de l'air ou sur la mobilité à hydrogène. Mais en fait, ça permettait, on utilisait l'UX et design comme un cheval de Troie.
Et je pense réellement que ça a eu un impact sur quand même une boîte du CAC 40 qui pèse 65 000 personnes et qui bosse quand même avec Total et Bayer Monsanto, mais pas que, parce qu'il y en a plein qui bossent avec Bayer Monsanto, mais qui bossent aussi pour pouvoir aider et faire l'effort national en ce moment. Je pense à tous mes anciens collègues qui bossent sur les respirateurs, sur l'oxygène, et qui aussi essayent de développer des solutions, par exemple, pour utiliser moins de conservateurs et utiliser le gaz industriel pour ces fins-là. Et en fait, on se retrouve dans une société qui est tiraillée dans les paradoxes de son époque, c'est-à-dire d'un côté, il y a des actionnaires et il y a des clients, ils ne sont pas tous gentils, et de l'autre côté, il y a des clients qui sont gentils et des futurs souhaitables qui sont encore un peu en train de galérer et dire attendez, c'est vraiment un futur souhaitable, et ça peut se transcrire par le design, par un design qui peut rendre peut-être une invention, une technologie qui est ni bonne ni mauvaise, ça dépend ce qu'on veut en faire, par une invention, par le design, quelque chose qui peut vraiment prendre auprès de la société, avoir un vrai intérêt général. Et je crois que c'est là l'opportunité qu'il y a avec les designers et le succès de l'UX, c'est que dans les organisations, le citoyen designer, pour peu qu'il soit bien acculturé et qu'il ait des bonnes convictions, il peut faire passer vraiment de l'intérieur des grands changements. Et là, aujourd'hui, je vois encore Air Liquide qui a fait sa dernière assemblée générale. C'est l'environnement, et c'est que l'environnement, et c'est changer de paradigme. Je trouve ça vachement bien. Et le design a son rôle, et les designers ont définitivement leur rôle dans cette grande transformation. Okay. Je suis assez à vous poser. Vous parlez le fait que le designer, de ce que je comprends de ce que vous dites, avec sa casquette d'UX, a beaucoup de légitimité, on va dire, pour faire passer des messages, parce que d'un coup, il est censé connaître l'utilisateur, il est censé savoir exactement ce que veut le marché, donc on l'écoute. Je pense que Et en seul. même temps, ok, il fait ça, il dit ça, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est toi qui disais, je crois, tu disais le plastique, c'est super pour l'utilisateur, mais c'est super mauvais pour la planète. Si on se contente de construire des produits ou des services en faisant remonter la parole de l'utilisateur, on va se retrouver à refaire des produits en plastique, en fait. C'est un peu ça. Et Comment est-ce qu'on fait là-dedans? C'est quoi l'idée? Je pense qu'il y a une formidable opportunité à prendre pour prétexte une mission du UX ou design centré utilisateur pour faire intervenir d'autres choses qui font partie aussi du design, comme le biomimétisme, l'intelligence des matériaux qui sont bio-inspirés, des nouveaux procédés aussi de fabrication, parce que le design, on peut imaginer un super produit, mais après, il y a toujours la question, la fameuse industrialisation, ou en tout cas la fameuse fabrication. Et à partir du moment où le designer, ou les UX, ou les équipes qui sont intéressées à la conception de produits ont mis en avant les désirata de l'utilisateur, mais aussi les possibilités de faire changer la société, il y a d'autres expertises que beaucoup de designers ont, qui ne sont pas que de l'ordre de la méthode UX ou du design thinking, qui sont je m'intéresse en fait à ce qui se fait en dehors de ces méthodes, et qui est bon pour la planète, qui est bon pour l'environnement, qui est bon pour l'économie, l'équité. Je crois qu'il y avait un de tes amis qui parlait, j'ai vu une interview de quelqu'un qui parlait de design transparent, de design manipulable, c'est ça, design manipulable. Je trouve ça super intéressant, tu vois. Rendre manipulable quelque chose, démontable, tout sauf ce que Apple, notre principal fournisseur d'outils, fait. Mais ça pose des vraies questions, et je pense que là-dessus, en plus, c'est le designer qui a le savoir-faire, en plus d'avoir d'avoir eu l'ambition, il a le savoir-faire. Okay. Et on a un... Vas-y, Dominique. Je disais que je me demandais si justement l'UX n'arrivait pas à ses limites, et que par conséquent on devait passer plus, ce que nous on aime bien chez Designer Ethics, c'est parler de design system, et donc de faire prévaloir l'ensemble des acteurs qui pourraient impacter un projet ou un produit ou un service, mais qui ne soient pas
du domaine uniquement du design. C'est-à-dire que un sociologue, tu le disais tout à l'heure, Kim, hein, un sociologue a des choses à dire, un mathématicien a des choses à dire. Voilà. Je dirais Exactement. toutes les sciences sociales ont leur mot à dire dans ce qui est aujourd'hui un problème systémique. C'est pas nous, designers, en changeant, j'allais dire, ça va faire peut-être hurler les gens, mais en changeant la couleur d'une application, d'une page, en changeant la typographie, que ça va impacter demain la société. C'est, nous, en perspective, là, on est en train de se prendre un mur dans la face, hein. C'est-à-dire que on a participé sciemment à l'organisation via des scénarios. Bon, alors, dans ces scénarios, il y a futur souhaitable, les futurs possibles, les futurs non souhaitables, sur lequel on penche tous. Et est arrivé cet événement qui a touché la moitié de la planète, qui a confiné pratiquement toute la population sur Terre. Et moi, je vois par rapport à mes petits camarades prospectivistes, ils ont du mal à tirer de nouveaux scénarios. Les scénarios que je lis actuellement dans la communauté des prospectivistes français enfonce des portes ouvertes. Je le dis très clairement, enfonce des portes ouvertes. Et du coup, penser l'après est très compliqué parce qu'en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Comme ce virus nous est tombé sur la tête, on découvre tous les jours sur ce virus. On n'en a pas fini d'en découvrir. On est nu. Et quand le roi est nu, Tu ouvres un sujet qui va évidemment au-delà du design et qui touche une certaine particularité. Je pense que les designers, c'est un peu comme des chefs cuistots, tu vois. Les chefs cuistots, ils peuvent appliquer des recettes faciles, économiques et pas forcément toujours bonnes. Il y a des choses qui sont bonnes et faciles et économiques, mais ils peuvent appliquer des recettes un peu bêtement, méchamment et faire du fast-food. Okay, mais ils peuvent aussi travailler un plat, travailler l'apparence pour pouvoir faire, par exemple, goûter à des choses qui, finalement, que la personne n'aurait jamais goûté et faire appel et mettre en avant, par exemple, un maraîcher, un agriculteur et être carrément même porte-parole, inviter pratiquement l'agriculteur dans l'assiette de personnes qui s'en foutent complètement du travail de ces personnes-là. Il y a beaucoup de chefs cuistots qui font ça. Et du coup, le design, c'est un peu la même chose. On a la chance de pouvoir être un peu dans notre tête, dans une espèce de candy shop où on se dit, ah putain, à un moment donné, tiens, j'appellerais bien tiens, le mathématicien, j'appellerais bien quelqu'un du CNES, quelqu'un du GIEC, parce qu'à un moment donné, on m'a donné une mission, c'est de faire un produit. À un moment donné, ce produit, il dépasse l'utilisateur, il dépasse presque la communauté d'utilisateurs. Mais par contre, le prétexte est que si je connais bien l'utilisateur ou si on m'a donné la mission de bien connaître l'utilisateur et de développer une vision autour de ça, peut-être que aussi je vais connaître la société dont il est le composant. Mais je dirais plus loin, même si je reprends ta métaphore du cuisinier, enfin du chef, son rôle, ça peut être aussi d'aller, de rendre son équipe à son image. En quelque sorte, c'est d'infuser une certaine forme de changement en formant ou en guidant des gens. Et je pense que c'est là où on a un rôle également à jouer, surtout avec notre expérience, etc. C'est un peu ce que nous, on appelle le taux de leadership. C'est c'est sûr qu'on ne peut pas toujours changer, on ne peut pas toujours tout changer, tout adapter, être plus responsable, etc., créer des nouveaux projets. Mais par contre, et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où on va, parce que l'avenir est assez incertain. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de changer ceux qui sont avec nous, avec qui on travaille tous les jours. Par exemple, si on travaille dans une équipe avec des profils pluridisciplinaires et qui manque cruellement d'une approche responsable, d'une approche éthique, eh bien, on peut infuser notre propre méthode pour les rendre plus responsables et plus éthiques.
Ouais, complètement. C'est complètement ça. Donc, Après, au-delà de après, notre simple rôle de designer, on peut aller plus loin, quoi. moi, je trouve que c'est aussi un peu à notre échelle, quoi. Ça dépend aussi comment est le rapport de force dans l'entreprise, qui décide de la stratégie, etc. Et c'est vrai qu'à notre échelle, enfin, ça dépend où tu es, situé, quoi, Mais c'est vrai qu'à l'échelle du projet ou à l'échelle de là où tu interviens, c'est vrai que tu peux rayonner aussi plus largement, quoi. Ouais. Notamment, enfin là, je pense à d'autres trucs, mais ça n'a rien à voir avec le sujet, mais notamment, par exemple, sur les outils, sur l'aide à l'accompagnement à créer de nouvelles méthodologies de travail pour faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles choses, peut-être de nouvelles visions aussi dans le projet. Et je pense que c'est totalement notre rôle. Et après, si c'est bien Tout à fait, fait. ça se diffuse, quoi. Je pense que on a un pouvoir, qu'on soit salarié, prestataire, Mm. à avoir une influence quand même sur notre monde. C'est ce que tu disais, hein, Cara, sur le pouvoir de percolation. Je veux dire, en plus, on a quand même vachement de chance quand même, tu vois, les designers. On a, on a, on a une mission en ce moment qui est vachement d'étudier la société et les utilisateurs. Mais à côté de ça, on a aussi le pouvoir de rendre tangible des choses. Je veux dire, Amérique qui fait des Ouais. maquettes, enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde qui sait faire ça, tu Mm. vois. Et donc, ça a un impact incroyable. Je veux dire, combien de fois, je suis sûr que vous avez vécu ça, hein, un prototype, ça défonce n'importe quelle présentation PowerPoint, quoi. Non, mais c'est ça, je veux dire. Après, c'est dur parce que, tu vois, on touche pas non plus. Enfin, on touche. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, moi, je touche à l'intelligence du produit, à quelles vont être ses fonctionnalités, enfin, en fait, finalement, à quel but à quel besoin il va répondre, à quel but il va répondre. Mais par contre, je touche pas forcément Stratégie à de la société. l'esthétique de l'objet, à comment est-ce qu'on va le manipuler. Si tu veux, finalement, mon cadre de travail, il est restreint je dirais, à l'interface et à l'intelligence qu'il y a derrière l'interface. Et comment Fais une toute cette... demande à ton chef. Mais non, mais il y a une fois, je voudrais aussi partager ça avec vous. Une fois, alors ça, c'était à l'époque où je ne suivais pas encore un titre de designer. Je m'occupais plutôt du vulgaire marketing digital dans une boîte, dans la pub. Mais le problème, c'est que pour faire avancer en fait le sujet du marketing digital, alors je vais parler comme un vieux con, mais c'était il y a plus de 10 ans. C'était compliqué en fait de pouvoir faire avancer la question du marketing digital si j'avais pas quelqu'un au-dessus de moi qui était vraiment un bon marketeur ou une bonne marketeuse, tu vois. Et en tant que marketeur, je faisais plus que ça parce que je faisais aussi déjà des études terrain, du planning stratégique, et je faisais déjà des produits, mais bon. La question n'est pas là, c'est que en fait, grosso modo, je savais que j'étais trop petit, quoi. En plus, j'étais un bibou, j'étais trop petit, non, je signifiais rien dans la société. Ben, après, ça dépend où est-ce qu'on place ses convictions, mais la stratégie pour moi, c'était trouvez-moi un chef ou une chef qui va, qui aura les épaules et qui aura grosso modo cette job description et cette mission pour pouvoir après atteindre tout de suite la personne qui est vraiment, vraiment en haut si grosso modo on a envie de faire percuter des idées qui sont profondes sur la stratégie de l'entreprise. Alors, tout le monde ne peut pas le faire peut-être, c'est une question après de patience, de gestion de la frustration et tout ça. Mais je pense qu'il y a ça aussi, notre responsabilité, c'est que si on n'arrive pas à le faire, et ça revient vraiment, encore une fois, à ce que tu disais, Aymeric, et puis Clara, c'est faites passer le mot, quoi. Faisons Ouais. passer le mot, faisons passer le mot. Et soyons le bras armé, par contre, de ces convictions, parce qu'on a ce pouvoir de savoir faire des choses, quoi. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une question en transition en passant sur le sujet 3, parce que c'est une question qui va plutôt nous rapprocher de la vue macro que le reste. S'il y a d'autres questions, on les prendra aussi. Marie-Cécile qui pose une question. Marie-Cécile, est-ce que tu veux poser ta question de vive voix ou est-ce que tu veux qu'on lise ta question? Si tu veux intervenir, tu peux. Oui, bonjour à tous. Vous Bonjour. m'entendez bien? Oui, bonjour. Oui. Oui, moi, il y a une des grandes questions que je me pose en ce moment, parce que je suis un peu en train de réinventer mon activité. C'est est-ce que un de nos futurs rôles serait pas de favoriser par nos méthodes
la résilience des populations en utilisant l'intelligence collective pour arriver à faire émerger des projets à impact positifs, sociétaux, environnementaux, etc. Complètement. Il y a des designers à la Convention citoyenne pour le climat. Oui, oui, il y a des designers, oui, oui, effectivement, ouais. Non, non, mais c'est une Mais même illustration. au niveau local, quoi. Complètement. Oui, il y a des designers des politiques publiques aussi dans certains territoires. Oui, c'est un rôle qui se dessine de plus en plus. Ouais. Pas assez. Et puis, encore une fois, c'est une question de gouvernance. Hein. Souvent, on dessine le framework pour les designers. Ce n'est pas les designers qui dessinent le framework pour leur propre projet. Mais ouais, carrément, c'est carrément un rôle. Et puis, tous les travaux, tous les ateliers, bon, en ce moment c'est difficile évidemment, mais les ateliers qui sont faits, c'est une forme de transmission par la pratique. Hein. Les gens derrière, si ça se trouve, on peut les encourager aussi à utiliser ces mêmes méthodes. Alors, je dirais pas pour faire de la co-création avec leur famille, mais presque, quoi. Bah, limite, hein, c'est aussi une manière de générer des idées, et des idées qui peuvent être très bonnes. Complètement. Et après, nous, en tant que facilitateurs de la génération d'idées, je pense que c'est un rôle qui peut être déjà très intéressant à prendre en charge et qui mérite à être développé, quoi. Ouais. Et ce qui est génial avec la création, c'est que dans la création, tout le monde, c'est hyper horizontal. Hein. Tout le monde est pas au même niveau, mais presque, quoi. Mais de toute façon, ce sont des outils qui sont de plus en plus prisés. Même, je le vois bien au niveau du gouvernement, que ce soit chez France Stratégie, etc. Ces outils, les outils du designer, en tout cas, sont pris en compte pour justement travailler ensemble, faire passer des idées, faire émerger des idées. Voilà, donc maintenant, je pense qu'il faut passer à l'étape au-dessus. C'est-à-dire que, et c'est là où les Américains ont encore un coup d'avance sur nous, c'est que eux, ils ont compris que pour faire bouger la société, il fallait passer à l'action, mais vraiment à l'action. Donc, quand je parlais tout à l'heure de design systémique, c'est ça en fait. C'est OK, on est entre nous, on discute, super, mais maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut, voilà, les conversations j'allais dire, de salon, c'est sympathique, c'est génial, c'est super, mais je pense que là, on est entre gens convaincus. Et que donc, il faut aller voir celui qui n'est pas encore convaincu. Tout à fait. Qui utilise sa voiture SUV et qui veut la remplacer dans un an, lui dire c'est pas une bonne idée, garçon. Il va falloir que tu changes de vision, parce que ce que tu es en train de faire là, il y a peut-être dans 10 ans un autre sale virus qui nous tombera sur la tête, et peut-être que là on pourra pas s'en sortir. Donc voilà, donc c'est faire prendre conscience que c'est tout un système qu'il faut changer. Voilà. Bon, je ne vais pas parler de capitalisme, mais c'est le système capitaliste qu'il faut changer. Voilà, je l'ai dit. Et puis, si on a un rôle indéniable sur les externalités de nos sociétés, je veux dire, le designer, ce verre, ce chargeur, ce téléphone, tout ça, ça a été produit designé par des designers, entre autres, pas que, mais on est quand même vachement responsable de ça. Et je me rappelle, pareil, Dieter Arms, pour en citer un autre, qui disait, merde, moi j'ai sorti ces 10 principes parce que j'ai regardé tout ce que j'ai fait avec Brown. Quand même, je suis responsable d'un sacré paquet de merde, même si c'était des belles merdes, ou des merdes très utiles à une époque. On a une grosse responsabilité, on est vraiment au cœur du système sur notre relation à la matière. On a deux gros problèmes, on n'en a pas que deux, mais on a deux gros problèmes quand même hyper majeurs. C'est notre relation au matériel, à la matière, qu'il faut complètement réinventer, mais complètement.
Et ça, les designers, on est complètement responsable de cette relation parce que on crée des langages, hein, on crée ces interactions. Et en plus, derrière, après, en plus, c'est fabriqué et maintenu ou pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en manque cruel de récits communs, pas d'un seul, mais de plusieurs récits communs, ce qui donne vraiment des crises systémiques, comme dit Dominique, dont les gilets jaunes, mais il n'y a pas que. Hein, voilà. La révolution des parapluies, enfin toutes ces choses-là. Et du coup, ce récit commun fait qu'il y a des divisions, on n'arrive plus à s'entendre et à se concentrer sur les choses qui fait qu'on est semblable, qu'on habite sur le même vaisseau qui est la planète Terre. Et ça, c'est la casquette One Home que je mets. Et là, les designers ont encore un rôle qui est, ce sont aussi des créatifs. Ce sont des gens en général qui savent utiliser l'art, qui ont un écosystème, dans leur écosystème, des gens qui travaillent dans du créatif, de l'artistique. Et je pense qu'on a un rôle aussi fédéré de participer à l'élaboration de formats de récits communs, de films, de choses comme ça, avec des scientifiques, avec des philosophes. Je travaille avec Jean-Pierre Gou, qui est romancier, en plus d'être mathématicien, c'est pas un hasard. On prend consultation auprès de Patrick Vivray, philosophe. On prend consultation auprès d'astronautes. On a eu une intervention de Jean-François Clairvoy il n'y a pas longtemps. C'est hyper. Et ça, tout ça, au nom de la création. Et ça, c'est cool, quoi. Ça m'intéresse d'entendre. En fait, on a beaucoup entendu les deux électrons libres de la séance sur ce troisième volet. Ça m'intéresse d'entendre aussi un petit peu Émeric et Clara qui sont dans des systèmes plus, pas cloisonnés, mais en tout cas plus normalisés peut-être, liés à vos positions dans vos entreprises qui sont établies sur leur marché. Tous ces sujets-là dont Dominique et Kim parlent très ouvertement de leur point de vue, comment est-ce que ça fait écho chez vous et quels sont les impacts sur votre manière de travailler, sur votre manière de penser? Émeric, tu veux… Alors nous, dans le groupe, là, on a 2 anthropologues, par exemple, 2 ethnologues, qui nous aident à faire Enfin, elles font des études sur le terrain un peu plus en amont pour dégager des tendances, des usages, etc. Mais ça fait partie des métiers qui sont quand même un petit peu particuliers, je trouve, en entreprise. Enfin, je pense que tout le monde n'a pas forcément d'ethnologue en soi. Après, on a… pas vraiment d'autres métiers. Voilà. Si moi je peux faire écho un peu aux différents sujets qui ont été abordés, je prends un exemple qui va peut-être traduire après l'idée générale. Dans notre équipe de recherche, on travaille sur l'intelligence artificielle et une des questions qu'on se pose avant, on aurait abordé la question sous l'angle de quelles sont les opportunités business, et de plus en plus on se pose la question de derrière, quelle est notre responsabilité? Parce qu'on est face à un système qu'on n'est pas forcément capable d'interpréter, qu'on n'est pas forcément capable de contrôler, donc qui peut comporter certains biais, ou en tout cas refléter des biais qui sont présents dans notre société. Et on n'est pas suffisamment avancé en termes de technologie pour s'assurer que l'intelligence artificielle est assez robuste face aux attaques, face aux problématiques de données, etc. Et du coup, on se pose de notre responsabilité, nous, en tant qu'assureurs, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins business. Et du coup, c'est de plus en plus des rôles qu'on va avoir, nous, faiseurs, penseurs et faiseurs, parce que voilà, je vais me mettre un peu dans la même catégorie que mes autres collègues qui sont plutôt data scientists, mais au final, on est tous ensemble dans le même bateau en train d'essayer de concevoir le monde de demain avec les outils qu'on a aujourd'hui, mais qui sont des outils un peu plus prospectifs. Et
et plutôt que d'essayer de leur trouver une application business, on met de plus en plus d'intérêt et d'efforts sur la recherche fondamentale et s'assurer que, on est capable de contrôler à minima nos intelligences artificielles et d'être capable de les interpréter en quelque sorte, parce qu'une intelligence artificielle un système qui utilise du machine learning, on n'est même pas capable aujourd'hui, sur certains algorithmes, de comprendre comment est-ce qu'il a fait une prédiction. Donc déjà, on essaye de s'assurer que ces derniers ils sont interprétables. Ensuite, on essaye de s'assurer que l'algorithme il a pris une décision qui ne va pas à l'encontre de nos normes sociales et des normes éthiques. Donc, c'est-à-dire par exemple qu'il n'a pas pris en compte le critère du sexe ou de la couleur de la voiture pour déterminer le sexe, parce que si on a une voiture rouge, il est plus probable qu'on soit une femme, pour nous donner notre prix d'assurance auto. Et enfin, on essaye de s'assurer qu'il est suffisamment responsable pour que derrière, nous, on n'engage pas la vie de quelqu'un quand on prend une décision. Alors, c'est moins le cas pour l'automobile, mais par exemple, si vous prenez les cas de santé, si vous avez un outil de diagnostic pour faire, un outil en santé pour faire du diagnostic, je ne sais pas, par exemple, il y en a un qui est très connu en ce moment, c'est celui qui fait de la détection par image de cancer de la peau, par analyse des grains de beauté. Et bien, si on vous donne un diagnostic qui est faux et qu'on vous fait faire une chimiothérapie pendant des années, alors qu'il s'agissait peut-être de quelque chose de bénin, voilà, ça peut. Bon, là, c'est un cas un peu improbable, mais voilà, on réfléchit de plus en plus à ces problématiques-là qui vont dans le sens d'une société plus juste et en s'assurant du bien-être de nos clients, plutôt que d'essayer de chercher des opportunités business. Donc, je pense qu'il y a une évolution dans notre groupe, en tout cas, un sentiment que nos métiers, on n'est plus simplement des personnes qui sont là pour faire des choses, mais également pour s'assurer qu'on les fait de manière responsable. Ouais, complètement. Et encore une fois, j'adore entendre que le groupe SEB a internalisé des anthropos et des ethnologues. Je trouve ça formidable. Enfin, c'est un métier qui nous met au carrefour de tellement de choses, quoi. Et du coup, ça donne une vraie légitimité en fait, à avoir un regard sur les projets, quoi, sur même l'existence de certains projets. Sur l'existence, quand on bosse sur des services de santé, des interfaces qui vont être utilisées par des gens qui ont Parkinson, des diabétiques, des conducteurs, enfin, on a une responsabilité qui est grave au sens, je dirais, qui est sérieuse, quoi, hein. Et du coup, qui peut avoir un énorme impact sur le futur, hein. Clara, tu parlais de détection. Alors après, c'est toujours de cancer, mais c'est toujours évidemment le médecin qui doit poser le diagnostic. Mais souvent, effectivement, les gens qui interpellent, enfin, qui lancent ces projets et qui décident des budgets pour ces projets, oublient la place la place de certains vrais intérêts, quoi. Et on a, je pense, un vrai hotspot pour prendre la parole là-dessus, en plus de pouvoir convaincre. Est-ce que quelqu'un veut réagir à tout ça, donner un point de vue peut-être que certains ne sont pas d'accord du tout. Il n'y a que des designers dans l'assistance. Ouais, que des gens qui sont d'accord. Après, il y a des sujets intéressants chez nous, notamment sur tout ce qui est robots de cuisine, autocuiseurs, etc. En fait, donc dans l'ADN de ces produits, l'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les gens fassent du fait maison plus facilement et qu'ils puissent le faire. Donc la cuisine fait maison plus facilement et qu'ils puissent le faire. Pourquoi? Parce que, alors par exemple, je vais parler du Cookéo. Alors ok, on peut penser, on peut se dire, bah oui, mais pourquoi toute cette électronique inutile, pourquoi tout ce plastique, voilà, alors qu'une cocotte minute fait la même chose finalement. Finalement, la cocotte minute, c'est un peu l'aspect, c'est un peu le produit, je dirais, low-tech entre guillemets, par rapport au Cookéo qui est un produit plus high-tech. Après, les services qu'on va amener avec le Cookéo, ils ont un impact plutôt positif
même si peut-être que, peut-être que je dirais la forme a un impact plus négatif que, enfin, si on parle de développement durable, etc., etc., notre relation avec l'environnement, etc., l'usage de plastique, etc., etc. Mais le service va faire que les gens vont apprendre à cuisiner, vont monter en compétences. Typiquement, Cookieo, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas le temps, des gens qui souvent, enfin, dans nos profils d'utilisateurs, ça va être des gens qui viennent d'avoir des enfants, par exemple, et qui se disent, bon, bah là, je peux plus manger des plats tout faits, je peux plus me faire livrer, ou je peux plus aller manger des trucs plus forcément enfin, pas forcément très bon pour la santé. Et il faut que voilà, je me recrée une sorte de routine alimentaire plus équilibrée, quoi, pour moi et pour mes enfants. Et du coup, ils se tournent vers cet appareil, ou ça peut être aussi des gens qui ne savent pas du tout cuisiner. Et ils se tournent vers cet appareil et en fait, on va les accompagner vraiment pas à pas sur ce qu'ils doivent faire pour cuisiner. Et là, hop, de ça, ça fait émerger plein d'autres choses. Il y a des gens qui se découvrent en cuisine et ils disent ah mais en fait c'est pas si compliqué, tout le monde peut le faire, il suffit juste de suivre les instructions, les ingrédients. Alors qu'avant ils avaient peut-être jamais cuisiné et ils avaient peut-être une énorme appréhension face à la cuisine. Et c'est en ça, je trouve que qu'on a un aspect aussi positif sur ça. Et je ne parle pas encore des contenus aussi qui peuvent orienter aussi des contenus, je parle des recettes, qui peuvent aussi orienter des nouveaux usages, des nouvelles habitudes alimentaires. Dominique, c'était pas toi qui avais bossé avec la CNIL, tu disais justement sur le papier qui avait été sorti sur la responsabilité des designers et que la forme du choix pouvait orienter l'utilisateur dans un sens ou dans un autre. Si, c'était ils ont. Enfin, moi, j'ai pas participé directement au projet, quoique mon agence, mon ancienne agence, si, parce que c'est elle qui a fait, qui a conçu le site web pour accompagner ce livret. Oui, il y a 1 an et demi, la CNIL a édité, a publié un petit livret qui s'appelle La forme des choix, dans lequel elle, elle demandait aux designers, elle interrogeait les designers sur les pratiques, les sombres pratiques du design qui étaient notamment les dark patterns, c'est les cookies. Les cookies intrusifs, enfin bon, bref, plein de choses que des fois le designer, et même si on peut dire que un développeur est un designer aussi, et que donc de fait leur implication dans, dans ça était problématique et que ça posait vraiment une question éthique. Donc, à partir du moment où un Tristan Harris, l'ancien designer de Google, sonne l'alarme en disant bon, bah, là, il y a des pratiques qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas honnêtes. Tout ça parce que la donnée utilisateur est une donnée monnayable et qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, on va utiliser tous les moyens numériques qui sont à notre disposition pour faire en sorte de pomper un maximum d'informations. Et donc, oui, ce livret-là, il posait bien la problématique. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on appelle le design de l'attention, hein, un sujet aussi au designer éthique, qui est le sujet fondateur des designers éthiques posait énormément et qui n'a pas disparu. Enfin, moi, je sais pas, moi mon navigateur
j'ai rajouté plein d'extensions pour justement bloquer tous ces dark patterns, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, etc. Donc, et même des sites web, le journal Le Monde, c'est juste catastrophique, quoi. Le nombre de trucs qui sont bloqués sur ce site, mais c'est affolant, quoi. Donc on dit, même un journal comme Le Monde n'est pas éthique. Voilà. Parce que Instagram, avec l'infinite scroll, ou Facebook, ou whatever d'ailleurs, putain, on a beau travailler dedans, on a beau connaître, on a beau machin, putain, mais je me suis encore dit aujourd'hui, tu vois, je suis putain d'accro, quoi. Tu vois, et ça, c'est du putain de design, quoi. Oui, bah voilà. Et est-ce qu'il y a des light patterns? C'est ça. Est-ce qu'il y Bah a... oui, le light pattern, il faudrait que tu rencontres Gauthier Roussine, qui lui te dirait, bah oui, le low-tech, la conception low-tech des sites web, c'est du low pattern. Enfin, même c'est pas de pattern du tout, quoi. C'est juste, c'est du code HTML, du bon vieux Ah code non, mais je HTML. parle pas du low pattern, mais du light pattern. Du light pattern, Ah, ouais. light Par pattern. rapport au dark En fait, pattern. Ouais, light pattern, bah oui, si, ça existe. Tu te rends compte que finalement, tout est une question à chaque fois de dessin, donc d'objectif, de là où tu veux emmener. C'est ce que tu disais, Aymeric. Moi, je trouve ça génial que Cookéo, que Seb, en fait, derrière, et ça pose des vraies questions, hein, mais que Seb a l'intention, en fait, de remettre les gens à manipuler des aliments. Donc, du coup, quelque part, être conscient des aliments, conscient aussi d'où ça vient, parce que forcément, quand tu t'intéresses aux aliments, tu dis, ah, bah, est-ce que c'est de saison ou machin et tout ça, ou pas au début, mais petit à petit. Et plus à consommer de la processed food, quelque chose qui a fait 200 km, qui a été mis dans des congélateurs pendant je ne sais pas combien de temps en brûlant du coil. Enfin, il y a un vrai message dessus. Après, c'est clair qu'il y a toute la question du bilan, et ça c'est l'éco-conception, du bilan de la somme des fonctions utiles divisée par la somme des fonctions néfastes plus les coûts. Ça, c'est toujours un truc qui est hyper compliqué à calculer, quoi. Ouais. Je vous propose qu'on conclue là-dessus. Comme ça, on va laisser l'opportunité aux gens d'aller manger, peut-être en faisant à manger pour certains. Seb qui offre un cookéo à tout le monde. On l'a commandé passé. Ça coûte cher en plus. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, un mot de la fin, un message à faire passer, quelque chose, et puis on conclut là-dessus? Non, c'est bon, ok. Plus de designers dans les hautes instances de gouvernance. Ouais. Ne soyez pas des exécutants. Et designer, apprendre à refuser ou à réorienter des projets. Même si on peut se dire, oui, c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre. Non, peut-être qu'on peut réorienter des projets, même dans les grosses industries, les gros employeurs. Moi, je suis vraiment fier des transformations qu'ont pu faire certains ou ont pu impulser certains anciens collègues. Et vraiment, c'est une industrie quand même du oil and gas qui pourrait être très critiquable. Et sur certaines choses, il y a des choses qui peuvent vraiment changer le turfu. Et les designers, on peut designer des choses qui sont vraiment bonnes pour l'utilisateur, mais surtout aussi pour la planète et la collectivité. Moi, j'ajouterais, plutôt que de penser besoin utilisateur, de plus en plus, posons-nous la question, est-ce qu'ils en ont réellement besoin, et essayer de trouver tout ce qu'ils pourraient faire, qu'il ne faudrait pas développer telle ou telle fonctionnalité, tel ou tel service. Alors, Sam, pour rebondir là-dessus, après on s'arrête, mais je pense que la situation est plutôt favorable parce qu'aujourd'hui, on va être dans un espèce de design de récession où on aura peut-être moins de moyens. Moi, en tout cas, on le voit déjà dans nos projets où on a des restrictions de budget, on a donc moins de moyens pour faire des choses, moins de projets aussi parce qu'il y a des projets qui sont reportés, il y en a peut-être qui seront tués. Voilà. Et du coup, je pense que ça va aussi se faire, ça va pousser les gens à se poser la question, finalement, qu'est-ce qui fait le plus de sens, qu'est-ce qui fait le plus de valeur pour les gens pour qui je conçois l'objet, quoi.
Et oui, et moi je dirais qu'une seule chose, prenez le pouvoir. Fait partie de la solution. Voilà. Eh ben, je vous remercie grandement pour votre participation. C'était un bon moment. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, on se revoit bientôt. N'hésitez pas encore une fois à nous suivre. Je sais que cet événement, c'était aussi l'opportunité pour des non-lyonnais de venir nous voir. Donc, si vous voulez continuer à nous suivre, parce qu'on va quand même continuer à faire des événements en ligne pendant un bon petit moment, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux ou à notre newsletter. Et puis, comme ça, vous serez au courant de ce qu'on va faire bientôt et vous pourrez participer aux futurs événements. Merci beaucoup. Et je remercie Merci encore à nos toi. 4 Merci à tout le chers monde. Merci à vous. invités. Et à très bientôt. Bye. Bye Bye. bye. Au revoir. Merci.